Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Cette année, en 2024, depuis le mois de février, plus exactement, ça fait 20 ans que le mot podcast a été inventé. Ce mot a été imaginé en 2004, donc par le journaliste anglais, je ne suis pas très sûre de la prononciation de son nom, Ben Hammersley, je dirais, et ça renvoie à la contraction du mot iPod, donc pod, et broadcast, qui veut dire diffuser. L'histoire du podcast, tu t'en doutes, est à peine antérieure à l'invention du mot. Elle a démarré en 2001 aux États-Unis. Or, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans l'épisode numéro 43 que j'ai réalisé avec Chiara sur ChatGPT, lorsque je lui ai posé la question « Est-ce que tu as en tête quelqu'un qui est francophone et qu'on devrait recevoir aussi sur la Fabrique à Polyglotte pour que cette personne nous partage son savoir sur les langues ?» Elle m'a répondu tout de go. J'aurais pensé à Tatiana Klimova parce qu'elle était de Russian Language Podcast. Ouais. Elle est russe, mais elle habite en France depuis 18 ans, ou quelque chose comme ça. Mais c'est très intéressant parce que, donc, sans doute, elle va parler français. Et elle était un peu une pionnière parce que le Russian Language Podcast existe depuis 2008. Depuis 2008. Donc oui, 2008, c'est une pionnière. En 2008 en France, quand Tatiana ouvrait son podcast Duolingo, Mosalingua, toutes les apps de ton téléphone n'existaient pas encore. Mais déjà, on pouvait entendre les premiers dialogues écrits, enregistrés et postés par notre invité du jour. Et aujourd'hui, le Russian Podcast reste le seul, sinon l'un des rares podcasts pour les apprenants de russe, 100% en russe, qui attire plus de 10 000 visiteurs uniques chaque mois. C'est devenu son métier à part entière, le métier de podcasteuse, mais aussi celui de professeur, puisque transmettre une langue comme langue étrangère de la manière dont elle le fait, c'est-à-dire à 100% dans la langue enseignée, c'est un vrai métier. Bon, et non seulement j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai entendu la suggestion de Chiara, pour qu'on ait la chance de bénéficier de la perspective de quelqu'un qui a 15 ans de recul et qui puisse nous partager toutes les choses à connaître pour bien intégrer le podcast à notre apprentissage des langues, mais ça me donnait aussi l'occasion de continuer mes propres investigations puisque je m'interroge moi-même sur mon utilisation du podcast. En début d'apprentissage, souvent je privilégie la vidéo parce que j'aime bien voir les mouvements de bouche, les images aussi qui donnent du contexte, mais vraiment quand je suis à un niveau débutant à 0 à 1. Il y a des fois où j'ai aussi pu compléter à un niveau débutant ma pratique par du podcast pour éviter la fatigue visuelle. Je fais partie, et tu fais peut-être partie de ces gens qui ont un job qui nécessite malheureusement l'utilisation d'un ordinateur toute la journée. Donc le podcast a cette première vertu d'éviter la fatigue visuelle. Ensuite, pour passer d'un niveau A2 et l'emmener jusqu'à un niveau B1, je trouve que c'est assez facile, en tout cas pour moi, d'utiliser toutes sortes de contenus, podcast, vidéo, peu importe, sans trop conscientiser le travail de vocabulaire, de grammaire, enfin, tu connais ma méthode. Par contre, quand on doit amener une langue jusqu'à un niveau C1, je trouve qu'il y a vraiment à nouveau un travail que j'appelle de dentelle, quelque chose à faire de beaucoup plus conscient. Et comme je trouve mon italien charmant mais pas très élégant, et même si je l'ai mis en mode maintien, j'aimerais vraiment le rendre plus fin et j'avais identifié parmi les supports possibles différents abonnements privés de podcasteurs et podcasteuses, d'un podcasteur en l'occurrence, dont le contenu s'adresse à des gens de mon niveau. Bref, je suis aussi dans plein d'interrogations sur comment utiliser les clubs privés de podcasteurs et je me suis dit que tu étais peut-être dans ces mêmes interrogations. Je pense que ça peut être un super support. Le russe fait aussi partie des langues qui m'intéressent, mais clairement, il faut que je mette le turbo pour pouvoir écouter le contenu de Tania. Et l'autre vertu du podcast, d'ailleurs, c'est de pouvoir être écouté pendant qu'on fait autre chose, ce qui permet de mettre le turbo. Bref, je suis déjà en train de m'égarer alors qu'on est dans l'introduction. Donc revenons à nos moutons. Cette conversation avec Tania Klimova, c'était pour moi l'occasion de créer aussi pour toi un guide qui t'indique
la bonne manière de procéder pour intégrer ou réintégrer le podcast à ta pratique des langues encore plus consciemment, puisque finalement, c'est ça qu'on essaie de faire ici. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Bonjour Tania, ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui sur la Fabrique à Polyglotte. Et avant même qu'on aborde ta spécialité ou ce pourquoi tu es venue aujourd'hui qui est le podcast, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Tu es qui comme apprenante de langue? Comment tu es tombée dans le bain des langues et combien de langues tu parles? Oui, bonjour Coralie. Alors je parle russe qui est ma langue maternelle, anglais, français et j'apprends le japonais. Je dirais qu'en japonais je suis au niveau intermédiaire en ce moment. J'ai commencé à apprendre des langues activement à l'âge de 15 ans avec le français. Avant ça, à l'école, donc je suis d'origine russe. À l'école, je pense comme en France, on n'apprenait pas les langues de façon très efficace. C'était surtout écrit. Et c'est en regardant une comédie musicale, Notre-Dame de Paris, que je suis tombée amoureuse de la langue française. Et j'ai commencé à l'apprendre. Et ensuite, j'ai appris l'anglais pour le travail, le japonais. Voilà. Mais je ne suis pas une collectionneuse de langues, disons. Je ne les apprends pas juste pour avoir une langue de plus. Chaque fois, c'est soit pour le travail, soit par vraiment passion d'une langue. Donc, j'en parle pas beaucoup, mais quand j'apprends, j'essaie d'apprendre sérieusement. Et oui, ça demande tellement d'investissement une langue qu'il faut avoir une vraie raison pour l'apprendre. Alors, tu utilises comme média ou support exclusif pour enseigner le russe, le podcast. Et ce, depuis longtemps. Je dirais que tu fais partie des pionnières à avoir utilisé le podcast comme moyen de diffuser ou d'enseigner. Comment t'en es arrivée là? Oui, en effet, ça fait maintenant 15 ans que mon site existe. En effet, quand j'ai commencé, beaucoup de gens ne connaissaient pas le mot podcast. C'était exotique encore, le mot. Alors, à l'époque, je venais d'arriver en France. Je donnais des cours de russe face à face. Il n'y avait pas encore de cours en ligne. Et j'ai remarqué que c'était très efficace d'utiliser des petits dialogues pour mes élèves. Donc, j'écrivais des dialogues, des conversations. Et certains me demandaient aussi de leur donner des enregistrements. Et j'ai commencé d'abord à enregistrer quelques leçons pour mes élèves privés qui étudiaient le russe avec moi à Lyon. J'habitais à Lyon. Et ensuite, je me suis dit pourquoi pas partager ça avec d'autres personnes. Donc, je les ai publiés en ligne. Ça a eu beaucoup de succès alors que le son était très mauvais, c'était très, très basique. Il n'y avait pas encore tous les effets sonores. D'abord, c'était sur une plateforme de podcast. Ensuite, j'ai créé mon propre site. Et maintenant, je suis à peut-être pas loin de 500 épisodes. Et comment tu as fait pour décider que ce serait uniquement ce support-là qui pourrait enseigner? Je pense que j'ai surtout suivi mes propres préférences. J'ai toujours aimé le son, la radio. J'ai écrit ma mémoire de licence sur la radio. Peut-être parce que quand j'étais petite, je n'ai jamais eu de télé. Donc mes parents étaient contre la télé, donc j'ai toujours écouté la radio. Pour moi, ça passe par le son. Donc je pense que naturellement, j'ai choisi le podcast comme mon support préféré. Puis même en communication avec des gens, même pour choisir un partenaire, pour moi, la voix, c'est très important. Je n'y ai pas pensé comme ça. Maintenant, je me dis que sans doute, peut-être les préférences personnelles, ça a influencé le choix du support. Je comprends. Et autant il y a des personnes comme toi qui, naturellement, trouvent facilement ce qui les intéresse comme support d'apprentissage d'une langue, autant il y a des personnes qui peuvent être un peu perdues parce qu'aujourd'hui, on a tout. On a accès à tout. On a des centaines, peut-être même déjà des milliers d'applications qui sont disponibles. On a des tas de vidéos sur YouTube. On a des tas de manuels. On a des tas de guides. On a tellement de choix qu'aujourd'hui, alors qu'on voit se développer de plus en plus d'abonnements privés pour des podcasts, pour notamment les niveaux intermédiaires à avancés, ça peut être perturbant pour certains qui ne savent pas à quel moment j'ai besoin du podcast, comment je sais que j'ai besoin du podcast, donc c'est pour qui le podcast et à comment on sait que c'est un support qui est fait pour nous. Eh bien, tu as raison, il y a des centaines de façons d'apprendre. Personnellement, moi, quand j'apprends une langue, j'aime bien avoir un professeur. Donc, j'apprends le japonais depuis quelques années. J'ai toujours eu un professeur en ligne, maintenant hors ligne. Et c'est plus facile parce que c'est cette personne qui va nous, si elle est compétente, orienter vers des ressources en ligne, hors ligne, aider à choisir le manuel. Voilà, je pense que c'est bien d'avoir une personne à qui on fait confiance, qui peut nous conseiller. Mais en effet, si on choisit d'apprendre toute seule ou tout seul, tu as raison, il y a beaucoup de ressources maintenant.
pour tous les goûts. Moi, je pense que il faut essayer le maximum de choses, expérimenter, voir aussi comment est-ce qu'on apprend le mieux. Ça dépend aussi des périodes de la vie. Je pense qu'il y a des périodes où on a plus envie de faire des exercices pendant des heures, pourquoi pas. Puis il y a des périodes où on veut regarder des séries, des films avec des sous-titres. Peut-être on a moins de motivation pour des exercices. Les podcasts, on peut commencer, je pense, à n'importe quelle étape de l'apprentissage. Ça dépend du podcast. Il y a des podcasts qui nous expliquent la prononciation, des règles de base. Après, ce que je vois, c'est que les podcasts, comme c'est la conversation et des phrases déjà assez complètes, on commence souvent au niveau peut-être faux débutant intermédiaire quand même, jusqu'au niveau avancé. Mon podcast, c'est uniquement en russe, comme tu as dit. Donc, c'est pour le niveau intermédiaire et avancé, A2, je dirais. Ça dépend des gens. Il y a des personnes très motivées qui le découvrent assez tôt et qui arrivent avec le niveau même A1 à l'utiliser. Ils me disent après que ça les amène assez rapidement après à progresser. Oui, donc la question c'était... C'était pour qui, pour quel type d'élèves c'est fait? Donc on peut dire peut-être les élèves qui naturellement ont un intérêt ou les élèves autodidactes ou quelqu'un qui l'utiliserait en plus d'un cours peut-être. En tout cas, tu dis que c'est à partir d'un niveau faux débutant, voire assez débutant quand on est motivé. Et effectivement, sur ton site, j'ai été regarder un petit peu les avis, une personne qui nous conseille de trouver les bases du russe quelque part et d'arriver le plus vite possible à un niveau de compréhension suffisant pour écouter ton podcast parce qu'il nous apprend assez rapidement. Oui, tu as raison. Je dirais que mon podcast, comme il est entièrement en russe, c'est pour des personnes qui sont motivées et qui veulent, dès le départ, apprendre le russe uniquement en russe. Donc moi, j'ai appris moi-même l'anglais. J'ai commencé à apprendre l'anglais avec un podcast semblable où tout était en anglais. C'était le même principe, donc l'animateur expliquait des mots compliqués avec des mots plus simples. Et c'est aussi le principe de mon podcast. Je pense que c'est ce que les gens aiment et ils trouvent ça un petit peu magique même d'entendre un mot compliqué. Et puis avec un vocabulaire très restreint, je l'explique aux personnes qui sont encore débutantes ou intermédiaires. Et en fait, je trouve que c'est une vraie question à se poser, c'est-à-dire à quel moment je commence à intégrer le podcast. Est-ce que si je suis vraiment débutant, je commence par un podcast où il y a un peu de ma langue maternelle ou d'une langue intermédiaire, comme moi par exemple. J'avais testé un podcast qui est Beginner Spanish par Spanish Obsessed. C'est un couple et ils sont très mignons, etc. Puis je me rendais compte que rapidement j'étais frustrée et rapidement j'ai eu envie d'avoir un support entièrement en espagnol parce que quand tu as un support entièrement dans ta langue d'apprentissage, je sais pas, c'est jouissif, c'est plus plaisant quoi. Et puis, il y aura d'autres questions à se poser. Mais le bon conseil qui nous a été donné déjà, c'est d'expérimenter et de tester. Mais en effet, je pense il faut dire que c'est mon podcast, par exemple, ce n'est pas pour tout le monde parce que pas tout le monde est prêt comme ça à plonger dans le bain d'une langue 100%. Il y a des gens qui ont besoin d'explications. Et puis, mais pour mes podcasts, il y a des transcriptions et du vocabulaire aussi pour les premiers. Donc, c'est pas que l'audio. Je l'ai créé pour des gens un peu comme moi qui n'aiment pas trop passer trop de temps au début à apprendre les règles. C'est important, la grammaire aussi, bien sûr. Mais je pense que la communication, c'est très important. Moi, j'ai appris comme ça, j'aime bien apprendre comme ça. Est-ce que c'est la même chose pour le japonais? Tu es passé directement en conversation, même avec un tuteur qui utilise que le japonais dans vos sessions? Ouais. Pour le japonais, non, j'ai quand même commencé par des cours de débutants dans une école. Mais justement, ce qui me plaisait pas trop, c'est que il y avait finalement peu de communication, peu de conversation. Donc, j'écoute aussi des podcasts en japonais. Et je suis assez rapidement passée vers des cours privés avec un maximum de conversation. Donc, avec ma professeure, parfois, on a un programme et finalement, on finit par parler pendant 1 heure. Non, bien sûr, je conseillerais d'abord d'avoir des bases. Après, tout dépend des objectifs. Je pense qu'il n'y a pas une seule façon d'apprendre. Tout dépend des objectifs. On peut très bien dire que j'ai même pas envie d'écrire. On peut même dire que je n'ai pas envie d'apprendre l'alphabet. Je veux juste l'oral. Pourquoi pas? Tout dépend de ce qu'on veut. D'habitude, ce que je vois, c'est que les gens arrivent vers mon podcast après... Ça dépend des élèves, des gens. Mais après 1 an,
1 an et demi d'apprentissage. Pendant le confinement, il y avait beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de temps consacré à l'apprentissage des langues. Et j'avais des auditeurs qui arrivaient après 3 mois d'apprentissage, parce qu'ils avaient appris de façon très intense. Mais oui, je dirais après 1 an et demi. Alors, je dirais que il faut écouter un podcast, il faut voir combien on comprend. Il n'y a pas de règles vraiment, voilà. Mais je dirais que pour se sentir à l'aise, pour ne pas se sentir trop submergé par des mots nouveaux, du vocabulaire inconnu, je dirais qu'il faudrait comprendre à peu près 80% du contenu. Et puis, j'essaie d'être rassurante au début du podcast. Je leur dis que si vous ne comprenez pas tout, c'est complètement normal. Mais il y a des mots, justement, nouveaux que j'explique. Si ces mots, on ne les connaît pas, tant mieux, parce que l'objectif, c'est d'apprendre ces mots. Il y a 2 grandes choses importantes à retenir de ce passage, de ce que tu viens d'entendre. L'importance d'adapter nos ressources et nos pratiques à nos objectifs. Je le répéterai jamais assez, je crois que c'est la chose que j'ai la plus répétée et qui est peut-être celle que trouve le plus casse-pied parce qu'on a parfois pas envie de trop y penser ou pas envie de les détailler ou pas envie de fouiller. Et l'autre chose hyper importante, c'est de choisir un contenu adapté à son niveau. Parce qu'on peut perdre des heures à essayer d'écouter un contenu pour lequel le niveau n'est pas adapté parce qu'il est beaucoup trop difficile, au contraire beaucoup trop simple et on ne progresse pas dans les 2 cas. Et cette notion de je comprends 80% et j'ai 20% des autres mots qui me sont expliqués ou que je devine par le contexte, c'est la notion de comprehensible input qu'on a beaucoup abordé ici, qui est complètement en lien avec les contenus par exemple de Steve Kaufmann ou de Luca Lamparillo, pour ne citer que ces 2 noms-là qui sont les premiers qui m'arrivent en tête, mais aussi le contenu que j'avais fait avec Pablo Roman. Donc c'est une notion assez importante dans les contenus en général que tu écoutes, comme ce que tu lis en langue étrangère. Il faut que tu comprennes la majorité de ce qui est. Effectivement, on n'est pas du tout égaux face à ça. Il y a des personnes qui naturellement ont envie de se lancer dans la compréhension orale parce qu'ils sont curieux, d'autres que ça met mal à l'aise. Et c'est plutôt les personnes que ça met mal à l'aise qui vont avoir besoin de conseils parce qu'après, ils se trouvent bloqués dans les dialogues. Parce que si on parle à quelqu'un et qu'on ne comprend pas ce que la personne nous dit, on est empêché de communiquer. À part vérifier, et c'est important, le niveau, ce serait quoi ton meilleur conseil pour quelqu'un qui est en train d'essayer d'apprendre à la compréhension orale, mais qui ne sait pas exactement comment faire? Donc voilà, bien choisir le niveau. Ensuite, il y a un grand choix aujourd'hui de podcasts, de chaînes YouTube. Et comme il y a du choix, je conseillerais, en plus de l'utilité de ressources, du point de vue grammatical ou lexical, c'est d'essayer de choisir une personne avec qui on peut sympathiser, avec qui on peut s'identifier. Une personne dont on se sent proche, non seulement par l'apprentissage, mais aussi par son mode de vie, par ses passions. Voilà, et il n'y a pas de bon ou mauvais profil. Après, c'est naturel. Moi, par exemple, en plus du contenu, je suis active sur les réseaux sociaux. Dans mes podcasts, je n'ai pas peur de parler de mes valeurs. Hein, je suis féministe, je soutiens la communauté gay, je suis contre la guerre. Et il y a des gens que ça va repousser. Ils vont se dire « Oh là là, non, j'aime bien ces cours, j'aime bien ces podcasts, mais je ne peux pas, ce qu'elle dit, je ne m'identifie pas, je ne peux pas apprendre. » Et c'est bon, c'est absolument normal. En revanche, quand on a le côté émotionnel aussi qui est engagé et on s'identifie avec les personnes, je pense qu'on va apprendre plus vite. Donc, choisissez quelqu'un qui vous correspond. Voilà, la régularité, la qualité, il faut que ça vous touche, ça vous plaise. Il faut quand même que ça soit structuré. Et l'erreur qui sera évitée, quelque chose que tu vois couramment fait par peut-être des auditeurs de ton podcast ou d'autres podcasts et qui nuirait à une bonne utilisation ou en tout cas à des progrès linguistiques? Je dirais l'erreur principale, ça serait ne faire qu'écouter parce que nous avons la compréhension, l'expression orale, l'écriture et la compréhension écrite. Les 4 domaines sont importants. Après, encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut faire, pourquoi on veut apprendre. Mais je pense que quand même, l'expression orale reste une part très très importante. Souvent, quand on écoute et on comprend, on peut avoir l'illusion qu'on peut aussi parler, qu'on comprend, donc on peut le dire. Mais on voit assez rapidement que ce n'est pas le cas. Et je vois souvent des gens dire « Ah, je comprends tout, mais là, je vous parle et je peux rien dire, je peux pas faire une phrase. »
C'est vrai, parce que le vocabulaire passif qu'on a, c'est pas le même que le vocabulaire qu'on a pu activer par une pratique. Effectivement, on a besoin de parler ou d'écrire. Une question que je me posais aussi, et ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est pour la prononciation. Est-ce qu'on a forcément besoin de voir quelqu'un avec une vidéo pour qu'il y ait les neurones miroirs et qu'on sache où la personne met sa langue, comment elle met sa bouche, ou alors simplement avec un podcast, on peut comprendre comment c'est prononcé et bien prononcé? Je pense qu'on peut imiter, oui, et en effet, parfois même dans certains podcasts, quand je prononce un mot difficile ou long, j'encourage les auditeurs, les auditrices à le prononcer. Donc je le prononce plusieurs fois. Quand je fais des rencontres en ligne, pareil, je leur dis, voilà, les micros sont coupés, donc n'hésitez pas, prononcez, pratiquez, personne ne vous entend. Donc déjà, on peut quand même, en écoutant, essayer de prononcer, mais après, il faut un contrôle. Il faut quelqu'un qui va entendre, vous corriger s'il faut. Ça peut être votre professeur ou simplement des amis, des natifs. D'abord, on entend et après, on prononce. Mais c'est bien quand on peut mettre en pratique. Ok. Donc en faisant, je ne sais pas si pour les audios ça s'appelle shadowing aussi, mais en écoutant, en répétant le plus rapidement possible. Est-ce qu'il faut absolument trouver des podcasts qui sont créés par des natifs? Non, je pense pas. Non, non, pas du tout. Moi, j'ai appris le français à l'université en Russie et nos professeurs, la plupart ne sont jamais allés en France ou à un autre pays francophone. Et pourtant, c'était surtout elle parlait très très bien français. Donc, je n'ai aucune discrimination par rapport aux locuteurs qui ne sont pas natifs. Après, bien sûr, tout dépend. Si l'accent est vraiment fort, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ce que je trouvais important, c'est que on soit soumis à plein d'accents différents pour être jamais pris à défaut, être en capacité, par exemple, de comprendre qu'une seule personne. Et puis, si on va dans le pays ou si on a une réunion de travail avec des personnes qui ont des manières de parler différentes, être bloqué. Et moi, je m'interroge toujours, quand je choisis mes supports, sur la dimension culturelle. Que ce soit un natif ou non, est-ce que la personne peut me transmettre partie culturelle de la langue? Je suis d'accord avec toi, oui, c'est très important. D'ailleurs, avec le début de la guerre en Ukraine, je me suis rendu compte, par exemple, pour le russe, qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent le russe, non pas pour aller en Russie, mais pour aller dans tout un grand nombre de pays qui n'est pas la Russie. Donc, j'ai découvert qu'il y a tellement encore de potentiel, parce que le russe peut transmettre non seulement la culture russe, mais aussi culture ukrainienne, kazakh, ouzbek, géorgienne, arménienne, etc. Oui, il y a des personnes qui apprennent une langue par intérêt pour la culture. Par exemple, c'est mon cas pour le japonais. Et puis d'autres qui veulent juste, qui aiment, je pense que tu sais, qui aiment juste l'idée même de l'apprentissage. Finalement, la culture, ça ne les intéresse pas tant que ça. C'est juste le fait d'apprendre, de sentir que là, on est passé à une étape au-dessus, que ça évolue. Dans mes podcasts, je fais parfois des podcasts culturels, mais parfois je fais des podcasts sur des choses qui n'ont rien à voir avec la Russie ou des pays russophones, sur parfois le développement personnel, des choses étonnantes de la vie quotidienne, les voyages. Tu le disais, ton podcast, il a aujourd'hui 15 ans. Pendant cette période de temps, qu'est-ce que tu as vu comme évolution dans le domaine de l'apprentissage des langues, si bien du côté des apprenants que des personnes qui fournissent des solutions d'enseignement, que ce soit des applications, des podcasts ou autres? Beaucoup d'évolutions. Déjà, on connaît le mot podcast. Déjà, on sait ce que c'est. Et quand je dis que je crée des podcasts, alors c'est mon métier finalement. Je suis je ne sais pas, podcasteuse, créatrice de podcasts. Donc ça surprend encore un petit peu, mais les gens connaissent les podcasts. Ce qui a évolué aussi, c'est les exigences. Les premiers podcasts, le son était vraiment mauvais. J'enregistrais avec ce que je pouvais, parfois avec mon téléphone, parfois avec l'ordinateur. Maintenant, les auditeurs, les auditrices sont très exigeants. Moi-même, quand j'écoute un podcast en japonais, en ukrainien, même si le sujet est intéressant, si le son est mauvais, ça peut m'empêcher tout simplement de l'écouter. Je trouve qu'on est dans un monde de multitasking où les gens aiment faire plusieurs choses à la fois. On est pressé, les transports, etc. Donc le podcast de ce point de vue est très pratique parce que on peut l'écouter en conduisant, attention, en marchant. Après, je ne suis pas forcément en faveur de cet esprit de multitasking. Je pense que c'est bien de
consacrer du temps aux choses séparément. Mais si on fait le même trajet tous les jours et qu'on a envie d'apprendre quelque chose en même temps, pourquoi pas? Du point de vue plutôt du marketing, point de vue financier, maintenant l'abonnement est devenu une norme. Quand j'ai lancé mon club payant sur le site, c'était, oui, il y a peut-être 6-7 ans. Ça, c'était un bon moment, mais avant, c'était les gens, il y avait une idée que tout ce qui est en ligne est gratuit et doit être gratuit. Donc, j'ai reçu des messages parfois coléreux qui disaient que ah non, mais l'éducation, ça doit être gratuit, c'est pas possible, on peut pas le vendre, tout doit être gratuit. Avec Netflix, je pense que Netflix a vraiment révolutionné cette idée d'abonnement. Donc, de ce point de vue, je pense que le podcast, là, vit une bonne période. Je ne sais pas ce que ça sera, mais en ce moment, je pense que c'est une bonne période pour les podcasts. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que le milieu de la musique, comme il a trouvé un peu sa maturité économique, ou en tout cas qu'il a imposé un modèle économique avec Spotify, ça s'est répercuté sur le côté podcast. Mais moi, je remarque quand même en France, il y a cette idée forte de l'éducation, ça se paye pas, qui reste malgré tout des fois dans des remarques que je peux entendre. Donc je dirais que moi je sens encore la transition encore se faire. Si on regarde du côté des États-Unis et qu'on voit le modèle économique du podcast qui est encore beaucoup plus avancé, je pense qu'il y aura des chances que le modèle évolue. Je sais pas comment toi tu vois l'avenir du podcast, surtout dans l'apprentissage des langues, qui est quand même un domaine particulier, faut le dire. Je le vois de façon positive parce qu'on apprend une langue, on a besoin de lire, écouter, parler et écrire. Comme il y aura de plus en plus de contenu, on sera de plus en plus groupé, même en apprenant une langue, par affinité avec la personne qui présente le podcast. Comme en plus maintenant, on a pas mal des questionnements sur l'avenir de la planète, on va faire attention non seulement aux opinions politiques, mais on va voir si la personne est, je ne sais pas, végane, on va voir le côté écologique, on va faire attention à tout ça, je pense. Donc ça sera peut-être un petit peu plus polarisé, mais tout le monde trouvera sa professeure en ligne idéale. Alors je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, parce qu'il faut aussi être ouvert, accepter différentes idées. Mais je pense qu'il y aura dans l'apprentissage des langues des podcasts niches. Il y aura des personnes qui apprendront le russe avec quelqu'un qui est vegan, zéro plastique. D'autres le japonais avec quelqu'un qui est féministe ou le contraire. Donc chacune trouvera une personne, un professeur à son goût, avec qui on pourra s'identifier. Clairement, et je suis sûre qu'il y a parmi les personnes qui nous écoutent des futurs podcasteurs et podcasteuses qui veulent se lancer. Est-ce que tu as en tête une personne qui devrait aussi intervenir sur le podcast La Fabrique à Polyglotte pour qu'elle nous apporte en français son savoir sur les langues? Oui, en effet, en français. En fait, j'avais pas mal de noms en tête, mais ce ne sont pas des personnes qui parlent français. J'avoue que je ne suis pas trop... Je suis surtout les personnes qui produisent des podcasts en russe, en japonais ou en ukrainien. En vrai, j'aime bien quand je reçois cette réponse parce qu'elle n'est pas anodine. Dans le cas où il y a des noms qui nous sont proposés, ça nous sert soit à avoir un futur ou une future invitée, soit ça vous sert à vous ou ça te sert à toi parce que tu peux faire des recherches complémentaires et t'inspirer d'autres personnes et d'autres profils. Dans le cas où on me dit je ne sais pas, comme souvent c'est le cas, ça me permet de réaffirmer la mission et le rôle de ce podcast et d'avoir des discussions en français sur tout un tas de contenus que tu peux découvrir sur Internet en anglais en tapant self-study, how to self-study, my language learning journey ou tout ce genre de mots-clés qui te permettent d'avoir du contenu en anglais. Et je pense que comme chaque langue contient en elle-même des schémas de pensée ou des manières de penser différentes, avoir ces discussions-là en français, je pense que ça ajoute au débat et que c'est pas simplement une traduction banale de ce que l'on peut avoir dans ce type de contenu. Mais peut-être, je sais qu'il y a un créateur de podcast, je crois qu'il s'appelle Jonathan, du Français Authentique. Et je trouve que ce qu'il fait, c'est très intéressant parce que lui, il est, justement en parlant de personnaliser son contenu, il est très sur le développement personnel, par exemple. Et finalement, les personnes qui apprennent une langue étrangère, en quelque sorte, c'est aussi une forme de développement personnel. En tout cas, c'est des personnes qui sont à l'aise avec l'idée de se dépasser. Et puis, sur le plan purement linguistique du mode d'apprentissage ou d'enseignement, plutôt français authentique, c'est complètement ta vibe, je dirais. Donc, pour moi, ça coule de source, c'est assez logique.
La question la plus difficile peut-être, c'est que je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on doit absolument retenir de cette conversation et de l'importance ou l'intérêt d'utiliser le podcast quand on apprend une langue? Eh bien, l'avantage d'utiliser un podcast, c'est d'entendre une langue, la langue authentique. Après, ça peut être fait par une personne native ou pas, mais c'est d'écouter. Quand on écoute, on apprend aussi beaucoup d'autres choses, pas seulement la grammaire, le vocabulaire, mais aussi les cultures. Le monde s'élargit, je pense, on élargit les horizons. Il faut que ça soit utilisé, je pense, combiné avec d'autres ressources. Ne vous limitez pas, bien sûr, uniquement au podcast. Essayez d'utiliser les podcasts uniquement en langue étudiée. Donc, si vous pouvez trouver des ressources où la personne arrive à expliquer des mots difficiles avec des mots plus simples, c'est plus facile, c'est vraiment sympa. Écoutez régulièrement, je dirais, c'est important. Prenez du plaisir, voilà. S'il y a de la bonne humeur, de la musique parfois, de la culture, voilà. Je conseillerais aussi, parce que quand on entend un mot nouveau, après il faut l'intégrer et l'utiliser. Ne pas se limiter juste à écouter, mais à noter les mots. Pourquoi pas faire des cartes mémoire, coller des mots sur le frigo, dans la salle de bain. Donc, utiliser de façon active. Oui, c'est ça. Ne vous limitez pas à l'écoute. C'est un premier pas. C'est quelque chose de fondamental, mais il faut pas s'arrêter là non plus. Merci beaucoup, Tania, pour tous ces conseils. Merci, Coralie. Hop, dernière fois que je mets mon grain de sel, mais il y a quelque chose encore sur lequel je voudrais insister. Avec le podcast, il ne faut pas se contenter d'écouter. Sauf si on est en mode maintien, et je te renvoie à l'épisode que j'ai créé sur le maintien d'une langue, mais si tu as un objectif précis, si tu as des attentes ambitieuses pour tes langues, il va falloir prendre ton écoute et travailler activement ce que tu viens de faire avec le podcast. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'abonnements privés, qui te proposent des transcriptions qui sont vraiment corrigées, qui ne sont pas faites avec l'intelligence artificielle, avec parfois des exercices, parfois du coaching, parfois des séances de groupe, parfois des thématiques particulières, etc., etc. Et je pense qu'il y a des moments où ça peut être intéressant. Moi, j'identifie personnellement 2 moments phares où je fais du podcast la star de mon apprentissage. C'est dans les moments de préparation au dialogue. En fonction de nos objectifs, on ne va pas tous être amenés à parler au même moment. Je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'avais embarqué avec moi dans mon expérience de réapprentissage de l'allemand avec l'école en ligne Lingoda que j'avais beaucoup aimé pour l'espagnol. Et en fait, je m'étais rendu compte que j'avais commencé à parler en groupe trop tôt par rapport à mon niveau d'écoute, parce qu'il y avait des tas de fois où je comprenais rien de ce que disait le professeur. Et là, il aurait par exemple fallu que je passe quelques semaines, il faudrait compter en heures pour être plus logique, mais que je travaille d'abord sur du podcast agrémenté avec un vrai travail d'écoute avec des transcriptions. Donc, premier moment identifié quand on est sur la préparation de futurs dialogues. Deuxième moment que je trouvais important pour l'utilisation du podcast, c'est quand on veut sortir de ce niveau moyen, B1, B2, et qu'on veut atteindre un très très bon niveau, où là on a besoin d'écouter des podcasts qui à la fois utilisent des expressions idiomatiques précises, du beau langage, mais qui te donnent l'occasion de le creuser et de le comprendre, soit avec encore une fois des fiches de transcription, etc., etc. Pour ce qui concerne notre invité du jour, je vais te mettre toutes les infos de son site, de son podcast, de son compte Instagram, tout ça en barre d'informations. Et si tu as envie que je fasse un autre épisode sur le podcast pour te raconter quel type de podcast j'ai utilisé, quel type d'abonnement j'ai choisi pour passer à un niveau C1 en italien, etc., etc., j'en serais ravie. Manifeste-toi. Tu peux commenter sur YouTube l'épisode de podcast, tu peux répondre au mail avec lequel j'envoie les newsletters ou encore envoyer un petit message sur Instagram. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi. Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux.